Bienvenue à toutes, bienvenue à tous donc pour cette sixième matinale qui vient donc clore le cycle de conférences de la seconde Académie des savoir-faire consacrée à la terre et à la céramique. Comme vous l'aurez remarqué, pour cette matinale d'ouverture, nous avons un peu joué avec les mots, mais en fait très peu. Il faut bien imaginer que cette terre, principalement argileuse, qui va intéresser le céramiste ou certains des ingénieurs spécialisés en matériaux, a par moments moins de qualité pour la terre du secteur agricole, mais si à partir du moment où on touche la matière, se crée une forme de lien, d'intelligence matérielle, qui rejoint d'ailleurs complètement la notion étymologique du mot intelligence. Interlegare, c'est une définition, une étymologie pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Interlegare signifiant faire le lien entre les choses, et souvent, malheureusement, aujourd'hui, ce lien a été rompu, notamment dans la production agricole, entre ce que nous mangeons et une fraction de la population de plus en plus réduite qui va le produire, pour une fraction en général de plus en plus importante. N'oublions pas que nous serons donc 9 milliards en 2050 et sans doute un peu plus. On pensait que c'était le sommet de la transition démographique mondiale, mais on va sans doute atteindre les 10 milliards d'ici les 3/4 de ce siècle. Derrière cette question de la Terre et cette question de l'intelligence de la Terre et de cette remise en avant, de cet éclairage, de ce lien par moments brisé ou que nous avons perdu, même si d'ailleurs ça provoque par moments, notamment chez les urbains, une vision très fantasmatique de la nature, ou d'un retour à la nature ou un retour au vert. La terre est un enjeu donc essentiel, évidemment. Il est tout aussi essentiel qu'il est très méconnu. En effet, la terre est beaucoup moins médiatique que la forêt, notamment au cours des années 80. On avait vu l'année dernière que c'était au travers de la forêt, au cours des années 80, qu'avait émergé réellement une opinion publique mondiale fortement relayée par les médias autour des problèmes de déforestation, de pollution de pluies acides, de défoliation des forêts, notamment en Allemagne et en général en Europe continentale. Donc la terre est un enjeu crucial à différents niveaux, malheureusement méconnu, comme je le disais, et parce qu'elle a un rôle majeur dans la régulation du climat, et à l'inverse, moins la qualité de la surface des terres est mise en avant, plus les conséquences sont néfastes en termes de régulation du climat par la suite. Ça joue sur différents niveaux. On a des problèmes conséquents aujourd'hui. On aurait pu les traiter, mais je tiens à aborder quelques thèmes en amont des conférenciers qui vont nous parler ce matin, notamment donc la question de l'artificialisation des terres. L'artificialisation des terres touche l'ensemble de la planète. Ça a été un problème majeur, et ça l'est encore aujourd'hui dans les pays développés. Si nous prenons l'exemple de l'Europe, de 1960 jusqu'au début des années 2000, sur une période exacte de 40 ans, ce sont plus de 30 millions d'hectares de terres qui ont été artificialisées, donc au profit en général de l'étalement urbain. C'est un problème extrêmement conséquent. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Le législateur s'est emparé de la question, mais il était vraiment, vraiment grand temps. 30 millions d'hectares, pour vous donner une image, c'est la totalité de la surface agricole française, qui a été longtemps une des premières nations, si ce n'est la première jusqu'aux années 80 en production agricole. Pour prendre le cas de la France, et vous allez vous rendre compte des échelles et de l'importance de ces disparitions d'artificialisation plutôt des terres agricoles, c'est 7 millions d'hectares en France sur la même période de 1960 au début des années 2000, 7 millions d'hectares qui vont être artificialisés. Ces 7 millions d'hectares, 90% sont des terres agricoles. Et parmi ces terres agricoles, ce sont souvent les plus intéressantes, effectivement, au point de vue agronomique, souvent des terres plates. On imagine bien que le promoteur, dans une démarche purement libérale, voit un grand intérêt à construire sur un terrain plat. Ça évite beaucoup de viabilisation et d'autres problèmes par la suite. Donc ces pressions foncières sont encore, comme je le disais, même si le législateur commence à s'en occuper, très très présentes. Des régions en souffrent plus que d'autres. On pense aussi au Rhodanien, à la vallée du Rhône, ou alors au Pays de la Loire. Pays de la Loire, donc il ne faut pas oublier qu'une partie justement de son fleuve, mais aussi de ses berges et donc de ses terres, sont classées au patrimoine mondial de l'humanité. C'est très rare que l'UNESCO classe un paysage, et c'est pas pour rien. Donc on voit bien tout l'intérêt derrière qu'il y a à prendre en compte non seulement les questions sociales, économiques autour de la terre, mais aussi de son esthétique et de sa beauté, qui sont totalement liées d'ailleurs aux autres sphères dont je viens parler, économiques notamment en termes de retour touristique, si on pense par exemple à la vallée de la Loire. Donc c'était une façon d'aborder ces différents enjeux par moments méconnus de la terre, l'artificialisation des sols. On pourrait aussi parler de la désertification qui a été un peu plus médiatisée et qui évidemment joue un rôle à plein en termes macro au niveau planétaire sur la régulation du climat. On pourrait aussi parler de terres qui restent agricoles, mais dans quelles conditions? Là, je voudrais juste dire un petit mot sur les achats massifs de terres arables. On en a beaucoup parlé il y a peu de temps, 4-5 ans, c'est plus récent dans les médias, on en parle un peu moins aujourd'hui.
Aujourd'hui, des partenariats au niveau des États sont présentés, des accords bilatéraux sont présentés souvent par les grandes institutions internationales comme des partenariats gagnant-gagnant, notamment par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, sur des achats massifs, notamment depuis l'Asie, vers des pays qui auraient des terres arables à vendre, donc de dizaines de milliers d'hectares, pour les plus grands achats de centaines de milliers d'hectares. Donc c'est principalement des achats qui se font en Afrique subsaharienne ou dans la Corne africaine, en Afrique de l'Est, et dans une moindre mesure en Amérique du Sud. Ça pose énormément de questions, ces fameux partenariats gagnant-gagnant comme ils sont présentés, quand on pense que même au niveau des grandes institutions internationales, des personnes en face vont les qualifier différemment, je vais y venir, et voir à quel point déjà on n'est pas d'accord au niveau des grandes institutions internationales. C'est en effet par la voix du secrétaire général de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture à Rome, donc une des branches de l'ONU, Jacques Diouf, qui parle à ce propos de néocolonialisme agraire. Donc ça pose énormément de questions. On sait aujourd'hui, on a des chiffres un peu plus précis parce que bon, ça avait été très fantasmé. On avait des chiffres absolument catastrophisants sur la quantité de terres qui étaient achetées. Le terme juridiquement d'ailleurs n'est pas vrai. Ce sont toujours des locations sous la forme de baux amphithéotiques, un modèle anglo-saxon plutôt, de 99 ans, mais qui parmi nous va vivre plus de 100 ans ici, ou là-bas d'ailleurs. Juridiquement, ça pose différentes questions, notamment aussi à qui appartient cette terre sur place, parce que ce sont des accords entre États. Et donc, dans ces partenariats gagnant-gagnant, on imagine bien qu'on va donner des devises à un pays en voie de développement et en plus, on lui apporte des solutions techniques, agronomiques pour mieux cultiver ses sols. Parce que ce ne sont pas les mêmes solutions ou les mêmes méthodes qui ont été utilisées chez nous, notamment après-guerre. Donc là, ça pose encore beaucoup de questions. Je tenais à aborder deux de ces sujets en introduction, rapidement, pour montrer à quel point la terre est toujours un enjeu crucial. C'est sans doute l'enjeu crucial. Je pense que M. Jacquet me rejoindra sur cette question-là. J'en reviens tout de suite maintenant à notre matinale. Nous avons choisi de revenir effectivement vraiment à la terre, cette fois en parlant de dépollution des sols, de microbiologie des sols, un peu plus tard dans la matinée avec Claude et Lydia Bourguignon. Comme vous le savez, au sein de l'Académie, on aime présenter une vision transversale, panoramique, humaniste presque, je dirais, mais aussi des vues un peu en biais, des visions un peu alternatives. La dépollution des sols est de plus en plus encadrée, notamment dans les pays développés en Europe ou alors en Amérique du Nord. En général, elle est très gourmande en moyens, en énergie et en hommes. Et cette vision alternative, c'est un peu aussi une de celles qu'a développée Thierry Jacquet, donc il y a à peu près une vingtaine d'années, en créant la société Phytorestore. Phytorestore, comme son nom l'indique, va chercher à l'aide des plantes à apporter des solutions de dépollution, soit des sols, soit de l'eau, soit de la terre. Bien logiquement, nous l'avons demandé aujourd'hui de nous expliquer ce procédé, mais par rapport au sol. Alors Thierry Jacquet, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes urbaniste, paysagiste. Alors, je rajouterai aussi pépiniériste. Vous avez une pépinière assez conséquente en Île-de-France, qui n'est pas qu'une pépinière d'ailleurs. Vous nous en direz peut-être quelques mots plus tard. Et vous travaillez alors en Europe, mais aussi sur d'autres continents, en Asie, en Chine notamment, et en Amérique du Sud. Et donc, vous allez nous parler de la façon dont vous avez mis en place ce procédé de restauration des sols à l'aide des plantes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, et c'est avec grand plaisir que nous vous écoutons. Bonjour à tous. Je vais effectivement aujourd'hui me concentrer plutôt sur le thème des sols, puisque nous intervenons aussi sur le thème de l'eau et de l'air. Mais comme on va voir, tous ces sujets sont quand même liés. Et le grand enjeu, c'est quand même d'avoir une vision transversale. Donc, je lance la projection, puisqu'il faut respecter les temps de parole de chacun. Donc, je vais aller assez rapidement. Oui, effectivement, j'aimais bien ce titre « Dépolluer la Terre », puisque, bon, on sait que c'est la question du sol, mais je suis toujours très attaché à cette vision transversale, parce que, je dirais, voilà, l'innovation, la création, les solutions, en fait, les sorties de crise et de problèmes ne peuvent naître que de ces sorties, je dirais, que de vision transversale, ne pas rester dans les boîtes, dans les disciplines telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, je vais rappeler rapidement l'approche de Phytorestore. Donc, Phytorestore, c'est la restauration, alors j'aime bien rappeler ça, c'est la restauration paysagère et écologique des ressources grâce aux plantes. Alors, j'aime beaucoup le mot restauration parce que, d'abord, je me bats contre l'idée que
les problèmes de pollution sont des problèmes industriels et qu'il faut tuer les polluants. C'est pour moi une vision détestable. Vraiment, la vraie approche, c'est que nous avons des éléments, des ressources, et il faut travailler sur cette restauration des ressources, sur la réparation des sols, et avoir un autre regard sur ces problèmes de ressources, et ce qui ouvre en fait des perspectives assez passionnantes, parce que d'abord, on n'a pas de vision de finitude, de fin du monde et de ressources limitées. Le gros enjeu, je le rappelle, c'est la réparation, la restauration, voire même la multiplication en fait, de ces ressources. Après, la question de la répartition est une question totalement essentielle. Et justement, c'est pour ça qu'il faut l'aborder en tant que question essentielle et centrale. Donc, Phytorestore, on l'a fait avec cet esprit. Aujourd'hui, alors, quand je dois définir Phytorestore, comme on est complètement atypique, les gens ne savent plus dans quelle case nous mettre. Alors, officiellement, nous sommes une société de recherche et développement. Aujourd'hui, c'est 60 personnes. Et ce sont plusieurs équipes. Donc en France, ce sont 2 équipes, une à Paris, une dans ce qu'on appelle la bioferme en Seine-et-Marne. En fait, c'est une exploitation agricole, et donc je suis exploitant agricole aussi d'ailleurs, voilà, pour dire les choses clairement. Et donc aujourd'hui, Phytorestore, c'est à la fois des paysagistes, des ingénieurs, agronomes, mais aussi chimistes, et des architectes. Donc il y a une approche que moi j'appelle de design écologique. Alors j'aime beaucoup le mot design dans son acceptation, je dirais presque plus proche même du monde industriel. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, on doit travailler avec des contenus scientifiques et des contenus fonctionnels très exigeants, mais en plus, on doit créer une forme très belle et je dirais la forme esthétique, c'est plus qu'une forme esthétique parce qu'en fait, c'est aussi l'acceptation sociale, c'est l'appropriation par les usagers, par les habitants. Donc le design écologique, pour nous, est au cœur de notre démarche, tout en faisant un travail de recherche scientifique fondamental. Donc, je vais plutôt effectivement présenter le... Voilà, bon là, je viens d'expliquer la démarche. Voilà, j'aime bien mettre en avant le côté ingénierie, parce qu'effectivement, il y a des ingénieurs, et le côté créatif, parce qu'on a aussi des architectes paysagistes. Et c'est cette double approche qui est très fécond, et qui nous permet d'abord de partir d'une vision globale de la ville et des usines, puisqu'aujourd'hui on a une démarche qu'on appelle les jardins filtrants. Alors ça, c'est très amusant, ce concept, je l'avais sorti en 1990, le temps passe, voilà. Mais on n'a pas changé. Je dirais, la démarche des jardins filtrants, c'est créer des espaces paysagers selon 5 principes. D'abord, pour chaque site créé, il y a un objectif scientifique calculé de résultat. C'est-à-dire que pour des pollutions données, on a un objectif mesuré de résultat de restauration sur l'eau, les sols et l'air. Le deuxième principe, c'était toujours faire des aménagements créatifs, esthétiques. On ne fait jamais 2 fois le même jardin filtrant. Et le troisième objectif, c'est toujours travailler avec la biodiversité, c'est-à-dire réutiliser, je dirais, les ressources locales en termes de faune et de flore, et même, par le biais d'un jardin filtrant, recréer des sites conservatoires pour la faune et la flore. Et donc, depuis... On a développé des applications, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des jardins filtrants aussi bien pour le traitement d'eau. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'eau est le domaine environnemental qui a été le plus médiatisé, où c'est beaucoup plus facile de mobiliser du monde, puisque la relation à la vie est plus évidente. On le fait aussi pour l'air. Là, c'est très difficile, parce que comme ce sont des pollutions invisibles, moins palpables, la mobilisation est moins grande. Et pour les terres et les sols, là aussi, c'est assez... pas juste, je dirais. La mobilisation et les enjeux ne sont pas à l'échelle du problème. Et donc, nous, quand on a commencé à s'attaquer à ce sujet, c'était d'abord par le biais des rivières, des fleuves, les sédiments. Et en fait, c'est un sujet qu'on a maintenant dans tous les pays. Et puis aussi, on a un autre enjeu qui est pour nous est devenu important, c'était le cycle de la matière, donc ce qu'on appelle les boues urbaines issues des stations d'épuration, les composts, et réenrichir les sols agricoles, remettre le retour au sol, je dirais, de culture, ce qui était dans nos assiettes. Aujourd'hui, les gens oublient que pour 1 hectare de blé, de céréales, il faudrait normalement remettre dans les sols entre 10 et 15 tonnes de matière organique, parce qu'en fait, produire du blé consomme la matière organique des sols. Et donc aujourd'hui, une simple gestion chimique de flux d'engrais
n'est pas du tout adapté à la gestion des sols. Donc on a un appauvrissement des sols de grande culture, mais bon, je ne suis pas le plus compétent pour en parler. Donc en fait, nous, on est rentré dans la bataille avec ce qu'on appelle la bioferme, c'est-à-dire qu'on a créé un centre de traitement où on récupère 30 000 tonnes de boue, de sédiments qui étaient généralement destinés à être brûlés ou enfouis, et on recrée ça en compost. Donc on se fait 3 000 tonnes de compost normé, et on remet ça à peu près sur 400-500 hectares de sol agricole autour de la Seine-et-Marne. Donc, et là, depuis qu'on a fait ça, on a lancé des démarches de nouveaux itinéraires de culture, de réduction des engrais, des produits phytosanitaires, une meilleure gestion aussi de l'irrigation, plein de choses qui parlent pour les agriculteurs. Donc, bon, et d'autres axes de recherche sur lesquels nous travaillons en ce moment, c'est aussi la valorisation de la biomasse des plantes que nous utilisons pour dépolluer, puisqu'en fait, depuis 25 ans, nous travaillons avec une approche qui est vraiment en rupture par rapport aux approches traditionnelles de dépollution par les plantes. Aujourd'hui, dans les mondes anglo-saxons et scientifiques dominants, quand on dit phytorémédiation, beaucoup de gens pensent la plante mangeuse de pollution, qui absorbe et qui va bioaccumuler. Nous n'avons pas du tout axé notre recherche là-dessus. Nous, on s'est concentré sur la plante, la rhizosphère, et on utilise la plante comme architecte du sol, en fait, et on fait tout pour que la plante ne soit pas polluée et pas mangeuse de pollution. Ça ne nous intéresse pas du tout. Et on utilise la plante comme un élément réactif et dynamique qui nous permet de phytolexivier les métaux lourds, les pollutions incassables, et de biodégrader les pollutions cassables. Et ce qui fait qu'on a une plante qu'on peut valoriser parce qu'elle n'est pas du tout contaminée. Donc, effectivement, une particularité de Phytorestore, c'est qu'on a une activité recherche et développement très développée. C'est plus de 20% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Et on a en moyenne on doit être à 10 programmes de recherche scientifique. Donc, on a des programmes de recherche scientifique en France avec le CNRS et l'INRA. Et aujourd'hui, on a développé des programmes de recherche à l'étranger, en Chine, avec des grands instituts chinois, et au Brésil aussi, à Sao Paulo. Et on a maintenant plusieurs programmes en France et à l'international de recherche sur des sujets très concrets de comment améliorer la résistance de la plante, puisque pour nous, les plantes, ce sont des combattants qu'il faut muscler et renforcer. On travaille aussi sur la valorisation de ces plantes, puisque dans beaucoup de pays, on regarde quels sont les usages les plus importants pour ces biomasses, donc refaire du pâturage, refaire des valorisations économiques pertinentes. En ce moment, en France, on travaille sur comment faire des briques biosourcées, donc des parpaings allégés avec une meilleure isolation phonique et thermique. Bon, donc toute une activité, je dirais, de valorisation des plantes qui aident à combattre la pollution. Bon, il y aurait beaucoup de sujets à développer. Donc maintenant, je vais parler plus de notre dernière application qui est pour nous la plus significative dans ce sujet du thème du sol. C'est notre bioferme en Seine-et-Marne. Donc c'est une exploitation agricole que nous avons rachetée de 110 hectares, dans lequel on a mis notre laboratoire, puisqu'aujourd'hui on est équipé pour faire toutes les analyses de pollution par nous-mêmes. On a mis aussi une pépinière, puisqu'on produit nous-mêmes nos plantes pour dépolluer. Et en plus, c'est un centre de transformation de pollution grâce à nos procédés jardins filtrants. Donc comme vous voyez sur le schéma, tous les jours, on a entre 10 et 15 camions de matières polluées, donc soit de sédiments, soit de vases. Alors en France, il faut savoir que la réglementation sites et sols pollués est encore compliquée. Vous ne pouvez pas facilement dépolluer des sols, puisque quand vous creusez, que vous sortez le sol, que vous l'excavez et si vous voulez le sortir de l'industriel, ça devient un déchet. Et donc, quand c'est un déchet, ça doit suivre les chemins obligatoires, réglementaires qu'on a créés pour ces déchets. Et donc, le plus souvent, on les conduit au centre d'enfouissement ou aux incinérateurs. Et quand vous transformez un sol réparé en un bon sol, parce que c'est possible, il n'y a plus de statut juridique. Donc, vous êtes illégal. Et en fait, le seul statut juridique légal, c'est de transformer les boues, les sédiments, en compost. En fait, le compost est la seule norme française légale qui vous permet de quitter un statut déchet pour être autre chose qu'un déchet, ça veut dire une matière fertilisante que vous pourrez utiliser en agriculture. Bon, c'est pour ça qu'en progrès en termes de législation sur les sols,
Moi, je considère qu'on est encore à un niveau préhistorique. Hein. On a une vision passéiste 19e siècle, où un site et sol contaminé est très pollué, donc on doit faire l'excavation, cacher ce sol quelque part, sous le tapis urbain. Et puis, quand on ne peut pas cacher ce sol pollué sous le tapis urbain, on va l'amener dans des centres d'enfouissement, des futurs gardes-à-manger industriels pour les grands groupes, ou alors dans les incinérateurs qui mobilisent des sommes colossales. Et donc, aujourd'hui, la vision du sol réparé est assez compliquée. Alors, heureusement, quand même, tous les ans, nous arrivons en France à faire une quinzaine d'opérations de réparation de sol in situ chez les industriels, puisque, comme vous l'avez bien compris, l'astuce, c'est si le sol pollué ne quitte pas l'usine ou ne quitte pas l'emprise de l'opération immobilière, vous avez le droit de réparer ce sol sur place et de le réutiliser en culture. Donc, heureusement, alors à un moment donné, avec la loi Grenelle 1, on était dans la loi, c'était bien, il y avait la phytorémédiation, la phytorestauration. Mais après, le Grenelle a fait pchit. Comme vous le savez, il n'y a pas grand-chose qui ressort. Les conventions environnementales qui ont été menées par le nouveau gouvernement n'ont pas apporté beaucoup de clarté. Bon, donc le statut du sol reste quand même compliqué. Bon, néanmoins, aujourd'hui, nous, dans la bioferme, donc grâce à ce procédé vivant, je vais plutôt parler maintenant de plus technique et procédé vivant. Ce qui est important dans notre centre de compostage, c'est que la réparation du sol va se faire par des processus vivants. C'est-à-dire qu'on va prendre des sols avec parfois des excédents de métaux lourds, des hydrocarbures, des matières organiques surchargées en demande chimique d'oxygène, des CO, des BO, je ne vais pas trop rentrer dedans, ou parfois en azote sous forme ammoniacale. Et grâce aux racines des plantes et grâce à une alternance d'alimentation et de repos, on va transformer ce sol en compost, et plus qu'en compost, en fait, parce qu'on va recréer un complexe humique, et en fait, on va refaire un complexe vivant. Et dans ce procédé, la chose peut-être la plus importante qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas un procédé, je dirais, destructif. On ne va pas prendre une matière, le surchauffer à 70 degrés, tuer tous les organismes vivants dedans, le faire inerte, et après essayer qu'il y ait à nouveau de la vie qui revienne. En fait, dans le process, c'est le contact avec les racines qui fait que ces processus vivants, en fait, on est des copieurs de nature, mais on essaye d'accélérer ces mécanismes naturels. Donc, en fait, quand on installe un jardin filtrant, un casier de traitement de boue ou de sol, eh ben, on va faire des lâchers de vers de terre, on va amener de la paille et on va être très agriculteur, très paysan. On va amener toute une série de techniques culturales, en fait, pour accélérer ces processus vivants et transformer des produits de curage qui viennent des bacs de décantation de Disney ou d'usines de cosmétiques ou de créations qui font des extraits végétaux. Tout ça, on retransforme en compost normé. Donc, on respecte très, très bien la loi puisque c'est réglementé, comme vous l'avez compris. Et ce qui est intéressant dans le procédé, c'est qu'aujourd'hui, grâce à nos recherches qu'on fait depuis 25 ans, la phytolixiviation nous permet de réduire de 50%, voire 60% systématiquement les éléments traces métalliques. Aujourd'hui, on est le seul procédé de compostage qui réduit la concentration des éléments métalliques. Alors, on ne les supprime pas, on en conserve quand même, parce que le cuivre, le zinc et ces éléments sont aussi des oligo-éléments. Donc nous, comme vous avez compris, notre position n'est pas de considérer les éléments de la nature, de l'écosystème, comme des polluants. Pour nous, c'est des problèmes d'éléments de chaîne écologique, et donc il faut mieux gérer ces éléments de chaîne écologique. Moi, j'aime bien dire qu'on est des plombiers d'écosystème. On est là pour réparer avec nos clés, nos tournevis, ces cycles écologiques et remettre un peu d'ordre dans le bazar de ces excès de sols surchargés en polluants. Voilà. Donc les résultats sont toujours excellents, ce qui fait qu'au début, quand on a fait notre premier compost dans nos champs, beaucoup d'agriculteurs nous regardaient narquois et on avait même des professionnels qui venaient nous voir, je ne citerai pas de nom, qui nous disaient que ça n'allait pas marcher et qu'il faudrait qu'on envoie nos déchets chez eux. Bon. Et quand nos premiers 2000-3000 tonnes de compost sont sortis, qu'on a mis ça dans nos champs, puisqu'on a 110 hectares de culture, qu'on a refait nos itinéraires de culture, qu'on a expliqué à tout le monde, regardez, nous, on réduit les entrants.
on dépense moins de sous. Puis quand il y a des coups de chaleur en juillet, août, on arrose moins, nos blés poussent très très bien. Petit à petit, ça s'est étalé. Bon, moi j'ai appelé ça l'effet Parmentier, comme l'histoire de la pomme de terre qu'il faut mettre dans son champ, faire surveiller. Et aujourd'hui, on a 50-60 agriculteurs autour de notre ferme qui précommandent notre compost 1 an et demi, 2 ans avant. En fait, aujourd'hui, toute la production est précommandée et on n'arrive plus même à produire assez de compost pour tout le monde. Donc là, on a fait un premier travail. Bon, la biomasse, on travaille sur la valorisation énergétique, puisque c'est aussi une approche pour nous très importante, puisque notre vision, c'est qu'à terme, la valorisation des plantes qu'on utilise pour réparer les sols, c'est une ressource. Et donc, pouvoir créer une ressource économique, notre objectif, c'est de baisser le coût de traitement de dépollution. Parce qu'en fait, depuis 2007, depuis qu'il y a la crise, on a compris qu'on était devenu un luxe. En fait, dépolluer et réparer coûte très cher. Bon, parce que même si on a des procédés végétalisés, nos coûts d'installation sont quand même restent conséquents. Donc le problème, c'est quand on travaille dans des pays comme le Brésil ou la Chine, même dans les parties non urbaines de la Chine, vous ne pouvez pas traiter la pollution de l'eau ou des sols avec 4 € la tonne pour l'eau, pour la production d'eau. Pour les sols, aujourd'hui, on est à entre 50 € et 200 € la tonne. Donc vous voyez que c'est quand même cher et que c'est un luxe de réparer les sols. Donc aujourd'hui, nous, on travaille sur des procédés où on arrive à 10 € et quand on génère 50 € de valorisation de biomasse, on a presque payé le service environnemental de la dépollution. Donc aujourd'hui, dans certains pays, l'approche commence à prendre sens et à pouvoir se déployer à plus grande échelle. Donc l'action sur les plantes, alors c'est vrai que chaque fois qu'on doit expliquer comment on dépollue par les plantes, on doit refaire un travail énorme de pédagogie pour expliquer qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Effectivement, on peut, pour des grandes pollutions diffuses, c'est ce que certains pays ont fait comme la Russie et d'autres, ou aux États-Unis. Quand vous avez des sols agricoles qui ont été pollués par une pollution de fond de cadmium ou de certains métaux lourds amenés par des épandages agricoles, enfin urbains, où il y avait des excès de métaux, on peut parfois abaisser et retourner vers des teneurs naturelles. Mais on n'est pas très fan par ces solutions. Nous, on est plutôt devenu hyper spécialiste d'utiliser les racines. Donc, c'est la rhizosphère. Je dirais c'est la réparation du sol par l'action des racines et des micro-organismes associés à ces racines. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais donc une grande partie de familles de plantes qu'on utilise dans notre bioferme pour les composts, c'est des semi-zones humides que nous utilisons. Donc, les plantes à fort rhizosphère, à forte racine, à fort développement de racines, et il y a beaucoup d'activités de racines, c'est les plantes de zone humide, puisque les plantes de zone humide, les roseaux, alors pas que le phragmite et le typha, il y en a, la famille est très très grande. Nous, on appelle ça d'ailleurs les cannes. Les cannes européennes, tropicales ou voire même désertiques. D'abord, j'aime bien rappeler qu'on a des plantes dans tous les climats. Donc, il y a des solutions végétales dans tous les climats, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, ce sont des plantes qui développent très rapidement leurs racines. Ça veut dire que ça peut être des racines qui se développent, voire 1 mètre, entre 50 cm et 1 mètre dans une année, dans une saison de croissance. Et ce sont des plantes aussi qui ont souvent la caractéristique de pouvoir ramener de l'oxygène dans les sols, et donc de faire une bonne aération et une bonne oxygénation des sols. Et en fait, la plupart du temps, ça marche très bien lorsqu'on est en contexte aérobie ou alternance anoxie-aérobie, parce qu'en fait, on aime beaucoup les alternances d'oxydoréduction pour les problèmes de pollution chimique. Mais dans la stimulation de la vie du sol, on s'est rendu compte que c'était aussi important. Donc on travaille beaucoup avec des plantes, je dirais, de zone humide, mais on travaille aussi avec des plantes plus terrestres pour les réparations de sol. Et aujourd'hui, nous, notre vision sur les sols, c'est plutôt une approche de réparation, de restauration. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de sols contaminés peuvent être réparés in situ, en fait. Si on ramène de la matière organique, si on ramène des bons composts, par exemple, si on met les bonnes plantes, on peut reconstruire. Parce qu'en fait,
nos travaux de recherche scientifique avec l'INRA, le synchrotron de Grenoble et d'autres organismes, Berkeley aux États-Unis, on s'est rendu compte que ce n'est pas qu'un problème de concentration d'éléments métalliques, c'est un problème aussi de spéciation et de forme chimique. En fait, quand on gère bien les alternances, c'est ce qu'on a fait sur nos sites d'oxydoréduction, on s'est rendu compte que le Cu2+, le cuivre mobile qui peut devenir toxique à haute dose, pouvait devenir Cu métallique. Ça veut dire qu'on pouvait reminéraliser certaines formes de métaux et leur donner une forme subnaturelle dans les sols. Et ils peuvent être stockés dans ces sols sans nuire à ces sols. Et après, les racines des plantes et la vie du sol peut remobiliser ces oligo-éléments selon leurs besoins. Donc en fait, avoir une autre vision de ces éléments polluants, pas les voir comme des éléments qu'il faut absolument, l'ennemi qu'il faut extraire, éliminer, mais apprendre en fait à vivre avec cet élément, lui redonner une forme naturelle, le laisser dans les compartiments du sol et laisser l'écosystème vivre sa vie et remobiliser quand il en a besoin. Donc je dirais qu'il faut vraiment avoir une autre vision de la dépollution. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une vision de réparation, de restauration et de travail interactif avec ces éléments. Alors évidemment, scientifiquement, quand vous avez des courants de pensée dominants, c'est assez difficile quand vous avez toute une réglementation depuis 20 ans qui parle de concentration de pollution, de leur dire non, il faut arrêter de raisonner uniquement concentration de pollution, il y a d'autres raisonnements. Bon, moi j'ai l'habitude de dire que les changements d'idées, ça prenne souvent une génération, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut faire des bouts amphithéotiques de 99 ans, bon, je plaisante, mais au moins, il faut... Le changement d'idées et de vision culturelle est malheureusement longue. Bon, ce sont des périodes qui sont plus longues. Alors, bon, j'aime bien rappeler la diversité des végétaux, puisqu'en fait, une autre vision dans notre travail, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on intervient dans un pays, donc ça peut être au Maroc, en Algérie, en Amazonie, on fait la pépinière de plantes locales. En fait, on a appris à être pépiniériste. Aujourd'hui, on a dû créer peut-être une trentaine de pépinières de par le monde, où on a été sur site, on a été herborisé, on a été reconnaître les plantes, on les a mis en culture. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a fait un projet aussi de traitement pour Poimbou, dans le sud de Nouvelle-Calédonie, 75% de plantes endémiques. Imaginez, on n'allait pas ramener des plantes de France. Donc, on a été sur place, on a travaillé avec les acteurs locaux pour reconnaître les plantes locales qu'on pourrait utiliser, multiplier et réutiliser. En fait, ça a été très compliqué parce que toutes les plantes ne sont pas multipliables aussi facilement que ça. Mais néanmoins, à chaque fois, on arrive à trouver des plantes qu'on peut réutiliser. Alors, on aime bien aussi rappeler la vision esthétique, puisque chaque fois qu'on intervient, on laisse des aménagements qui sont esthétiques. Alors bon, ça, c'est un petit rappel sur toutes les solutions de dépollution par les plantes. Aujourd'hui, si je faisais un peu de recul historique avec ce sujet, il faut savoir qu'en fait, il y a eu un effet de mode entre les années 90 et 2000. Tout le monde s'est enthousiasmé pour la phytorémédiation. Donc, vous avez eu des sujets de recherche scientifique partout de par le monde. Les grandes revues internationales, Biogéochemica, Environmental Science, Nature et autres, faisaient beaucoup de publications. Et puis, à partir de 2005-2010, il y a eu une petite chute, puisqu'il y a eu... en fait, la vision de la phytorémédiation de la plante mangeuse de pollution, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien, puisque au bout de 2 ou 3 ans, les plantes arrêtaient de se laisser contaminer. Elles développaient des barrières pour bloquer les pollutions au niveau des racines. Et tous ceux qui avaient promu cette solution miracle voyaient qu'à l'usage, c'était des solutions qui ne marchaient pas très bien. Donc, il y a eu d'autres courants qui sont apparus de dire, puisque ça ne marche pas bien de phyto-extraire, on va phytopiéger dans les sols. Donc, il y a eu tout un courant de phytostabilisation de la pollution dans les sols. Et puis là aussi, c'est pareil. Au bout de 3 ou 4 ans de suivi de champs agricoles contaminés avec des boues urbaines, on s'est rendu compte que le sol est un écosystème complexe et qu'on avait quand même encore des relargages parfois de ces métaux lourds. Et donc, petit à petit, on s'est rendu compte que ces approches classiques de phytorémédiation n'étaient pas si simples que ça. Et en fait, nous, aujourd'hui, on essaye de redéfendre à un niveau international une approche de phytorestauration
qui est de dire qu'on arrête les visions caricaturales bêtes, parce que c'est un peu bête de vouloir faire des procédés industriels, je dirais, définitifs. On travaille avec le vivant et on travaille avec des procédés qui sont des procédés de collaboration, j'ai envie de dire, avec les sols, avec les organismes vivants, avec ces écosystèmes. Et on travaille avec des dynamiques évolutives et on accompagne ces évolutions pour que ces évolutions soient positives pour le sol et l'écosystème et qu'il n'y ait pas de transfert dans, je dirais, les chaînes de vie. Et donc, on a plusieurs sites comme ça aujourd'hui qu'on suit scientifiquement depuis maintenant une quinzaine d'années et on s'est rendu compte que ça se passe plutôt bien. On arrive surtout à l'étranger, on arrive à réparer des sols miniers, on arrive à réparer des sols impropres à la culture où rien ne poussait. On les a re-rendus fertiles et on peut refaire des cultures sans transfert dans ces cultures. Bon, là, en Chine, on a plusieurs programmes de réparation de sols faits avec cette approche aussi qui donne totalement satisfaction. C'est-à-dire, à partir du moment où on a redonné la fertilité, qu'on a remis en place ces mécanismes vivants, les résultats deviennent bon. Voilà. Donc, je vais passer un peu plus vite sur des exemples d'opérations réussies. Donc là, c'est par exemple des sols dépollués en France, donc sur des anciens sites voies ferrées, puisqu'à un moment donné, on était conseil pour Réseau Français Ferré. On a débloqué comme ça une vingtaine de sites pollués qui ne pouvaient plus être vendus parce que les coûts de dépollution étaient plus chers que le prix de vente du terrain, même lorsqu'on était en Île-de-France. Donc, avec nos stratégies de réparation et de regestion de ces sols sur site, on a pu dépolluer, refaire du logement et réutiliser les plantes qu'on avait fait pour la dépollution, les remettre dans les jardins qu'on a laissés sur place. Bon, une grande problématique, c'est les rivières, les sols, les sédiments. En fait, c'est le problème international le plus grand. Partout où on intervient à l'international, aujourd'hui, l'écosystème le plus abîmé, c'est quand même le fleuve, les rivières et les lacs. Et notamment, alors, on arrive très bien à intercepter les pollutions de l'eau, donc on arrive maintenant à faire des états écologiques de ces eaux, mais on est très embêté sur les sédiments, les vases et toutes ces matières qui ont été polluées. Et aujourd'hui, on a fait des techniques de réparation dans les berges. Donc là, on a plusieurs programmes en Chine. On a fait peut-être maintenant 300-400 km de rivières et de fleuves où on a pris les sols et sédiments contaminés, on les a mis dans nos casiers de traitement dans les berges et en 2 ans, le sédiment a été retransformé en terre et en sol tout à fait équilibré et propice à la vie, sans risque de contamination. Donc aujourd'hui, on fait ça aussi au Brésil, dans beaucoup de pays. Bon, c'est un gros problème, les rivières polluées, puisqu'on a le problème de l'eau et des sédiments. Et on a aussi, en ce moment, maintenant, dans certaines parties de Chine, je pense que c'est 90% des sols agricoles qui sont pollués, probablement. Donc aujourd'hui, on a un travail de réparation qui va être colossal, puisque là, c'est des sols avec des éléments toxiques. Donc là, c'est quand même des pollutions industrielles qui ont été remises sur ces sols parce qu'à un moment donné, comme il n'y avait pas de centre d'enfouissement ni d'incinérateur, les rejets étaient soit rejetés en mer, ce qui est encore le cas sur toute la côte est de la Chine, soit renvoyés chez les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on faisait de l'épandage sauvage de ces rejets, ce qui est encore une pratique malheureuse. Et donc là, effectivement, là, on ne va pas pouvoir jeter à la poubelle tous ces sols. Donc là, les excaver, les envoyer en centre d'incinération ou d'enfouissement, c'est quand même pas possible quand vous avez que 15% du territoire qui peut être cultivé pour faire du maraîchage. En Chine, en fait, vous avez que 15% des sols qui sont cultivables. Donc dans certains pays, l'ampleur est telle que de toute façon, les procédés classiques industriels 19e siècle, il va falloir les laisser au vestiaire. On ne pourra pas les utiliser. Donc, il va falloir quand même travailler sur ces techniques de restauration écologique et de réparation, et puis, j'ai envie de dire, de collaboration avec le vivant pour établir des équilibres écologiques qui fonctionnent. Voilà, je conclue comme ça. C'est très bien. Merci beaucoup, même si cette note de fin n'était pas foncièrement optimiste. Mais on va prendre quelques questions. Alors, nous ne voyons rien, donc...
Est-ce que votre processus concerne la radioactivité aussi? Alors, on a travaillé sur ce sujet. En ce moment, on a fait 2-3 missions avec l'IRSN, avec le service de sûreté nucléaire, et on a fait de l'évaluation sur ce qui s'était passé à Tchernobyl. Bon, mais on a été aussi sur Fukushima un peu. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs équipes de phytorémédiation de par le monde qui travaillent sur ce sujet. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, à Tchernobyl, quand il y a eu la catastrophe avec les poussières radioactives qui se sont diffusées dans l'atmosphère et qui se sont étendues sur des milliers d'hectares, d'ailleurs aussi liés à la culture, les Russes avaient réagi avec des bulles laser. Ils ont confiné une grande partie de ces sols et ils ont réinstallé des forêts dessus. Et on s'est rendu compte que sur beaucoup de ces sols réparés à la va-vite dans l'urgence, en fait, il y a eu des mécanismes vivants très positifs qui ont réduit de 3 à 4, voire parfois 10, la durée de vie de certains éléments radioactifs. C'est-à-dire que le strontium ou certains éléments qui devaient s'éliminer sur 2 ou 3 siècles ont été neutralisés avec beaucoup moins de temps. Donc aujourd'hui, c'est vrai que en ce moment, il y a plusieurs procédés de réparation des sols liés à la radioactivité qui se développent avec des cultures. Et c'est plutôt axé sur la réinstallation de forêts, en fait, avec des litières et le travail des racines pour réduire les cycles de vie de ces éléments. Sinon, il y a aussi quelques sites, on a travaillé sur 2 projets comme ça aussi à l'international, de traitement des eaux de lavage, alors pour une société française que je ne nommerai pas. Bon, on a travaillé au Niger et au Nigeria sur des lavages d'eau d'exploitation d'uranium, en fait, pour éviter que ces eaux... En fait, comme l'eau était très précieuse dans ces climats de stress hydrique, une grande partie de ces eaux partait en agriculture. Donc, on a travaillé pour que ces eaux ne partent plus en agriculture sans un traitement adéquat. Voilà. Merci beaucoup. On ne va plus prendre de questions pour l'instant. Et maintenant, nous allons accueillir Claude et Lydia Bourguignon pour la seconde conférence de cette matinale. Merci.